Bonjour, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés pour parler lecture. Normalement, c'est le lundi. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas vraiment d'excuses valables, ni rien du tout. C'est que... non, c'est que vraiment, je suis fatiguée et que j'ai pris pas mal de retard. Je lis, mais en fait, je prends beaucoup de temps à partager. Mais l'article a été quand même, enfin, la chronique rédigée a quand même été publiée lundi, pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un... Il y a marqué thriller d'anticipation. Je dirais que c'est une dystopie, voire même une uchronie. 2 degrés et demi de Pierre-Étienne Bram. J'aime beaucoup. J'avais déjà lu un de ses romans. Il a une belle plume et il traite de sujets qui m'intéressent beaucoup. Alors je tiens à le remercier parce que c'est vrai que j'ai reçu ce livre avec une dédicace et que je sais plus qui l'autre fois a posé la question est-ce que la beauté, enfin le côté beau livre est important. Pour moi, oui. Effectivement, c'est quelque chose qui est important parce que c'est vraiment... je les garde. Il y a des livres que je relis, et avec plaisir d'ailleurs. Et puis, quand c'est un livre qui est personnalisé, c'est toujours encore plus agréable. Voilà. Donc, je remercie beaucoup l'auteur pour cette dédicace. Je vais vous parler un peu du sujet du roman, quoique je pense que, bon, rien que la couverture et le titre annoncent l'ambiance. On va parler de réchauffement climatique et le début du roman part... C'est pour ça que je parle du chrony, parce qu'en fait, au tout début, il y a un préambule. Et ce préambule part de faits tout à fait réels. Il parle du GIEC du 18 octobre 2018 et donc de ce qui avait été présenté. Alors j'ai pas mis le lien, mais vous le trouverez partout. Le rapport scientifique qui avait été fait justement sur l'état actuel de l'impact humain sur cette planète et de ce qu'il était indispensable de faire en 2018. Ce roman est sorti, ça a son importance. Je sais plus où j'ai noté ça. Oh, mais je suis tombée dans un piège hier soir. Il a... Eh mais... 2019, oui, donc voilà. Il a été écrit juste après. Donc là, c'est écrit en 2019. Ça se passe en 2028. Mais on est déjà en 2022. On va pouvoir discuter des prévisions. Dans ce roman, il y a... alors, le préambule explique à partir des prévisions, du rapport 2018 scientifique, climatologique. Ce roman part de là, et dans le préambule, il explique tout ce qui s'est passé jusqu'en 2028, donc date où on se retrouve pour cette aventure. Et c'est... vous allez voir, c'est très réaliste.
parce que c'est un sujet qui nous concerne en fait. C'est vrai que ça doit normalement parler à tout le monde. Et évidemment, c'est vrai qu'on peut pas vraiment compter sur tout ce qui est, enfin, sur les politiques, les gouvernements en matière de climat, parce que pour réellement diminuer notre impact, il faut vraiment mettre un gros coup de frein. Et j'ai envie de dire, parce que là on approche des élections présidentielles en France, c'est pas celui qui dit clairement la vérité, ben c'est malheureux, mais je pense qu'il n'aura pas beaucoup de voix. Parce que le confort, c'est difficile pour beaucoup de personnes à laisser de côté. Et là, c'est pas un politique qui va venir, enfin qui va intervenir. C'est Luc Mons qui vient présenter un projet. Il y a même l'ONU qui est présent et il leur expose ce bilan après 10 ans et de cet échec, parce que ils ont échoué, parce qu'ils ont agi en dirigeant un pays et pas en locataire de cette terre. Mais cet entrepreneur, lui, alors c'est vraiment, il est pas du tout, c'est pas du tout un politicien. C'est un entrepreneur assez aisé financièrement, et bon, il a de multiples activités, mais il propose une solution mondiale immédiate qui va carrément au-delà de la politique, parce que bon, bah, il fait un discours, il explique que tout le monde est impliqué, et là, chaque individu va devoir vraiment faire preuve d'engagement va devoir s'impliquer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui vient tout fait de quelque part comme ça, ou fait par quelqu'un d'autre, il va impliquer chaque pays, mais en fait chaque personne individuellement, avec un système dont on va parler. C'est marrant parce que j'ai trouvé que c'était... j'ai trouvé que sur le principe, parce que ça n'a rien à voir, mais sur le principe, c'est vachement actuel, parce qu'on a eu ça, mais pour autre chose. Il va installer un genre de permis à points, sauf que c'est pas des points de conduite, enfin si, mais de conduite de responsabilité environnementale. Il a créé une société qu'il appelle Tomorrow is Today, donc TIT Corporation, et chacun va devoir être responsable de son empreinte carbone. Et les points, en l'occurrence, qui vont être enlevés, donnés, sont des EGP. Il y a urgence. En fait, on est arrivé en 2028 et on n'en est plus au blabla dans cette anticipation. Il y a vraiment urgence, et donc cet entrepreneur, lui, se sent très concerné. Donc, évidemment, les propositions qu'il fait ne font vraiment pas l'unanimité. C'est quelque chose de très... qui va changer la vie de tous ceux qui vont participer. Il emploie des moyens assez... comment dire ? Un peu du chantage, mais un grand coup de poing pour finalement obliger les divers gouvernements à participer à ce projet. Et il a prévu déjà de commencer à dépolluer, à arrêter, à stopper l'impact de l'humain. Mais après, ça va au-delà, parce qu'il promet
à ceux qui vont être les grands gagnants du concours de points de GP, un nouvel Éden, c'est-à-dire bon, une exoplanète. Au jour où il en parle, il n'y a pas les moyens technologiques de tout construire, mais les élus seront cryogénisés, le temps que tout soit prêt et le temps de pouvoir partir. Les autres, ils se démerderont avec ce qu'ils laissent. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans l'impact. C'est vrai que... Alors là, le sujet, c'est le sujet pour moi, et je peux pas du tout... je sais pas si je ferai une course au jeu GP, mais disons que ce qu'il propose au départ est vraiment logique. D'une logique pas agréable, mais de toute façon, je crois qu'on n'a rien sans rien. Et qu'il y a un moment où il faut tout changer. On fait la rencontre de Léo, de Cléa et de Mathilde. Alors, finalement, moi dans ma lecture, j'ai trouvé que les EGP avaient presque remplacé la monnaie. Non, quand il va faire ses courses, il paye. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce que ça coûte en EGP. Donc chaque produit a un coût. Et donc qui sont retirés à la personne concernée. Léo veut vraiment sauver sa famille. Il s'implique énormément et en plus il fait l'éducation de c'est sa belle-fille, mais on va dire sa fille, hein, parce que c'est lui qui s'en occupe. Et il est vraiment à ce point impliqué que quand il fait les courses, il lui explique pourquoi. Et c'est vrai que c'est une logique. C'est vrai que acheter local et de saison a un impact bien moindre que de vouloir absolument des trucs de l'autre bout du monde quand c'est pas la saison. Et il y en a. On peut l'acheter. Donc il n'y a pas de retrait systématique. Mais par contre, évidemment, ce sont des produits qui sont très très chers en EGP, alors que si on prend au plus logique finalement, ça coûte des EGP quand même, mais beaucoup moins. Et j'ai bien aimé ce passage où il demande à la petite fille, alors qu'est-ce qu'on choisit? Oui, d'accord, alors pourquoi? Et la petite a très bien compris finalement. Elle a eu une éducation à l'environnement extraordinaire à travers ce projet. Malheureusement, c'est vrai que c'est une petite fille. Il veut vraiment la sauver parce que c'est une petite fille qui donc est née dans ce monde très 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 abîmé, et elle a les poumons vraiment fragilisés. La pollution, elle fait beaucoup de crises d'asthme, elle a le système respiratoire abîmé, comme apparemment beaucoup d'enfants, de petits enfants, de jeunes enfants de cet âge-là. Et Léo s'engage finalement 2 fois plus que s'il était tout seul, parce qu'il veut vraiment lui offrir quelque chose de frais, un air pur, et donc dans la proposition de Luc Mons, il espère il espère déjà faire partie des finalistes, et d'offrir à cette petite fille un nouvel, effectivement, un air respirable, où elle pourra guérir et vivre. Il y a un programme qui est dans la proposition, et parce que vous pouvez aussi, on en perd en achetant, mais on en gagne aussi en choisissant des missions. Et bien sûr, les missions qui rapportent ces fameuses EGP sont des missions de nettoyage de la planète, tout va dans un sens qui est parfaitement
ce n'est pas agréable, mais d'un point de vue strictement scientifique, il n'y a rien à redire sur le bien fondé de cette façon de calculer. Et Léo veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, et il prend une mission qui n'est pas beaucoup, où il n'y a pas des masses de volontaires. Parce que déjà c'est du bénévolat, et c'est pour nettoyer le 7e continent, le continent de plastique, qui existe déjà. Alors Luc Mons, mais ça je voulais pas le développer, enfin je veux pas spécialement le développer, je vais vous laisser aussi un peu à découvrir, mais c'est vrai qu'il a revu beaucoup de choses. Donc ça se passe sur tout ce qui était chalutier, polluant, tout ça a été supprimé immédiatement. C'est vrai qu'il a agi dans le bon, maintenant on le fait, on va pas continuer à discuter, on fait ça. Il s'embarque donc sur ces nouveaux bateaux qui broient aussi tous ces plastiques pour en faire un carburant quelque part, mais c'est vrai que c'est assez dangereux comme mission, et puis c'est crevant, et puis il va être très loin de sa famille, c'est 3 mois renouvelables. Alors, quand il s'embarque, il fait la connaissance de personnes qui sont aussi très impliquées. C'est vrai que pour faire ce genre de mission, il faut être vraiment très impliqué. Il fait la connaissance de Lenka, qui est une jeune femme qui était déjà responsable avant l'heure, consciente, de Kwame, de Thomas. Et c'est vrai que en équipe, ils travaillent vraiment sans relâche. Ils font... c'est un incroyable nettoyage de déchets, et il y en a tellement qu'il y a du boulot. Et puis, sur l'histoire, je ne vous dirai pas, je ne vais pas vous en dire plus, mais est-ce qu'ils vont faire partie de ces fameux élus ou pas? Est-ce qu'ils vont avoir leur caisson d'hibernation? Eh bien, je vous recommande la lecture de ce roman qui a le mérite, selon moi, de pouvoir peut-être éveiller encore certaines consciences. Et aussi de réaliser que ce qu'on appelle des petits gestes ne sont en fait pas de petits gestes. Je suis tout à fait d'accord sur le principe que ça ne viendra jamais des gouvernements. Ils ne feront jamais quoi que ce soit, parce que ça va à l'encontre déjà de ce qui est électoral, mais à l'encontre d'énormément d'investissements financiers, et donc forcément ils vont pas mettre en ordre quelque chose qui, de toute façon, que eux ne pourront pas appliquer. Et c'est vrai que moi ça fait très longtemps que j'ai compris que ça viendra pas de là. Comment vous dire? J'ai trouvé que c'était vraiment une aventure pour la survie, ou pour une prochaine vie. Il y a vraiment... Alors, je vous ai parlé de ce roman, alors ne pensez pas que c'est un truc écolo à donner des leçons, pas du tout. C'est vraiment vous allez aller de surprise en surprise. Il y a vraiment une course-poursuite à la survie dans tous les sens du terme. Il y a cette volonté de fuir le monde qu'on a détruit. Et puis, donc je parlais tout à l'heure de la date de sortie du livre de 2019, donc, et de son préambule. C'est vrai que aujourd'hui, en 2022, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Je pense que les scientifiques qui travaillent sur ce domaine, on lance des alertes depuis
depuis le siècle dernier. Hein. C'est vraiment un réchauffement par rapport à l'ère industrielle qui... je pourrais vous expliquer dans mon domaine sur quoi ça joue. Par contre, je ne suis pas climatologue, mais bon, le réchauffement climatique risque d'aboutir sur une nouvelle ère glaciaire. Donc, croyez pas que parce que ça se réchauffe, vous allez aller bronzer à la plage, mais dans le nord. Hein. C'est pas trop ça, au final. Parce qu'il y a quand même les glaciers qui fondent, c'est moins de sel dans la mer. Hein. Et c'est vrai que c'est un vrai dérèglement. Et je pense que c'est pas très agréable. J'imagine qu'on en subit déjà. Ça se ressent déjà. Quand on parle aux anciens dans les campagnes, on sent déjà qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien qui soit... Enfin, si, quand même, il y a des inondations qui sont assez dramatiques. Mais... Et dans ce roman, j'ai espoir. J'ai espoir... Et d'ailleurs, je pense que si l'auteur l'a écrit, c'est aussi pour ça. C'est vous passionner dans une lecture, mais que vous en ressortiez quelque chose. Voilà. Enfin, moi, en tout cas. Je vous dis franchement, si je vous en parle, j'espère très sincèrement que peut-être que vous aurez l'idée du petit geste que vous pouvez faire, vous, à votre niveau. Alors bon, au niveau thriller d'anticipation, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est marrant comme titre. C'est vrai qu'il y a un côté thriller dedans. J'en parle pas parce que ce serait dévoilé et tout. Et donc, je vous laisse vraiment le plaisir de la lecture, parce que en dehors de tout ça, étant impliquée, c'est vrai que j'axe énormément ma revue lecture là-dessus, mais il y a tout le déroulement de cette course aux EGP, mais après, il y a un après. Que se passe-t-il une fois qu'il y a les 1000 participants? Et effectivement, il y a un côté... Après, vous allez voir, ça bouge. Ça bouge, il y a beaucoup de surprises, il y a des rebondissements, c'est assez impressionnant. Vraiment. C'est très bien écrit. Bon, oui, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de changements de situation auxquels on ne s'attend pas. C'est assez rapide, on s'ennuie pas non plus. Et la surprise arrive vraiment, enfin, ouais, à la dernière page, cette finalité est imprévisible. C'est vraiment à découvrir. Après, là, c'est vraiment purement le côté lecture, le côté plaisir de la lecture, hein, parce que je pense que des bouquins qui vont vous expliquer le pourquoi, du comment, du où, bon, ben, on le sait, et des explications scientifiques, bon, si on a envie de s'instruire et de s'informer, c'est bien. Là, c'est pas du tout ça. C'est vrai qu'il y a... J'aime beaucoup. Il y a vraiment tout dedans. Et c'est vrai que moi, j'ai parlé... Comme ce roman débute sur le rapport de 2018, c'est de l'anticipation, oui, mais on parle vraiment de quelque chose... Enfin, on parle d'un rapport qui donne des prévisions qui sont on ne peut plus... où tout a été vraiment très mesuré, donc dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, c'est vrai que tout a été expliqué, et qu'effectivement en 2022, je vois pas, enfin en 4 ans, je sais pas si vous avez vu du changement, moi pas du tout. Enfin, moi oui, je change, mais depuis bien avant ça, mais on en parlera après, parce que je vais ouvrir le sujet. Moi, cette lecture, je l'ai trouvée vraiment partagée entre espoir et ce triste constat. Mais il y a énormément d'espoir, il y a beaucoup d'affect, il y a vraiment le côté de cette famille-là qu'on va suivre, où tout est
où on aime, on s'attache à ces personnages, on s'attache à cette petite fille, c'est très... D'ailleurs, je sais pas, ils ont peut-être mis thriller d'anticipation parce qu'ils savaient pas comment classer. C'est vrai que c'est difficile de classer. Il y a beaucoup de choses. Déjà, on pourrait dire, il y a plusieurs parties. Et finalement, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Mais je n'en dirai pas plus. C'est vrai que je pense que quand vous le lirez, vous penserez à ce que je raconte. L'espèce humaine est quand même... nous sommes des animaux, mais depuis longtemps, plus personne l'admet. Et nous sommes des animaux dangereux, des prédateurs extrêmement dangereux. Je trouve que l'auteur a rendu tous les personnages qu'il inclut, parce que j'ai parlé de cette famille-là, mais bon, il y a quand même d'autres personnages. Il les a rendus vraiment réels parce que tout le monde peut participer à ces missions. Et on pourrait se dire, tout le monde y va. Non, absolument pas. Et je l'ai dit déjà parce que dans un autre roman dont j'ai parlé, j'ai trouvé que le phénomène social entre les humains était très 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 réaliste. Et là, c'est exactement la même chose, parce qu'il y en a qui sont extrêmes, enfin c'est très égoïste d'ailleurs, parce que quand on a des enfants, quand on doit mesurer la portée de nos actes, et il y a des tas de personnes qui s'en foutent complètement, enfin qui continuent à faire comme ils faisaient avant, et qui ne vont pas limiter du tout leur impact sur la planète. Comme c'est pas ce qu'il a instauré n'est pas dictatorial. Il y a appelé des élus. Disons que je pense qu'il veut pas embarquer ceux qui vont reproduire la même chose. Du coup, cette sélection fait que ce sont les plus investis qui vont pouvoir bénéficier de la phase 2, et ceux qui se sont énormément investis sont ceux qui, en ayant une deuxième chance, auront plus de conscience, enfin disons qu'on peut le penser comme ça. Mais il y a ceux qui vraiment... on croise des personnages qui s'en foutent, quoi. Alors je vais donner un exemple. Dans les trains, effectivement, la climatisation est quelque chose qui est vraiment dramatique pour la température extérieure. Et cette climatisation, personne l'a retirée. Dans le train, on peut aller dans un wagon climatisé. La place, elle coûte le même prix, ça coûte plus cher en EGC. Donc c'est vrai que Léo, quand il se déplace, il prend en non climatisé. On pourrait se dire, les wagons climatisés sont vides. Pas du tout, parce que y en a qui, de toute façon, ne sont pas capables, ne sont pas conscients. D'ailleurs, je crois que, on peut pas les juger parce que on vit une époque où on nous a mis d'un seul coup là, en très peu de temps, beaucoup de choses dans la main, moi je connais beaucoup de personnes qui sont des gens très bien, mais qui auraient beaucoup de difficultés à s'investir dans ce genre de choses. Ce sont des amis à moi, et déjà ce que j'ai fait moi à mon niveau,
Pour eux, c'est déjà pas possible. Je leur en veux pas, hein. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. J'apprécie qu'il y ait un petit quelque chose de fait. Voilà. Parce que les petits gestes, j'ai entendu dire qu'ils étaient inutiles, mais pas du tout. L'humain, pourquoi il ne fait pas de gestes? C'est parce qu'il dit toujours que l'autre pollue plus que lui. Ça, c'est... Ah ouais, non, mais lui, il a fait ça. Mais ça, on s'en fout. Enfin, on n'en est pas à faire des potins sur qui fait le plus que l'autre, mais je crois que chacun devrait être responsable de lui-même avant tout, et c'est pas parce que l'autre ne le fait pas qu'on ne doit pas le faire. C'est une question vraiment, pour moi, de prise de conscience. J'ai des enfants, j'ai pas du tout envie de leur laisser la merde que la génération d'avant, qui d'ailleurs ne se sent même pas concernée, a profité de beaucoup de choses. Bah oui, c'est sûr. Mais c'est pas une raison. Pour moi, c'est pas une raison. Je fais ce que j'ai à faire, en conscience, avec moi-même. Pour moi, il n'y a pas de petits gestes. Si demain, au lieu de faire... vous abandonnez ne serait-ce que votre climatisation, sans toucher au reste, c'est un geste. D'ailleurs, il faudra m'expliquer, parce que la climatisation, j'ai jamais compris à quoi ça sert. On peut pas nier le fait de... le phénomène de montée des eaux. Enfin, montée des eaux, oui, il y a pas très longtemps, il y a un énorme... D'ailleurs, je crois qu'il y a une partie du permafrost. Bon, ça, c'est comme j'ai pas du tout ni les chiffres ni les dates en tête, mais je sais qu'il y a eu un gros détachement de la plaque de glace qui est tombée dans l'océan. C'est vrai que c'est très grave. Je ne pense pas que ça fasse la une des journaux, mais c'est effectivement très très grave. Et donc l'eau, avec le réchauffement, l'eau de mer, mais qui est... Après, malheureusement, ça reste de l'eau qui n'est pas potable parce qu'elle est salée. Et donc, on peut pas la boire. Hein, c'est bien dommage. Mais ça, cette montée des eaux, enfin, la France est un pays côtier quand même, et ça va toucher des dizaines, voire des centaines de communes du littoral, et il y a une revue qui annonçait tout ce qui s'est passé là, toutes les inondations, c'est lié à la montée des eaux. C'est pas, faut pas chercher non plus enfin, je sais pas. C'est très simple, hein. Les eaux montent, hein, donc c'est vrai que quand on est en côte, enfin, en bord de mer, en bord de rivière, parce que forcément, il y a tout qui monte. Moi, il y a le glacier, celui qui était surnommé le glacier de l'Apocalypse, qui menaçait de s'effondrer. Alors je ne sais pas si entre-temps il s'est effondré ou pas, mais c'est un glacier qui a la taille de la Grande-Bretagne. Non. Et il se fissure de plus en plus vite. C'est vrai que le jour où il va vraiment se détacher, la prévision sur l'élévation du niveau de la mer est de 64 cm. Je ne sais pas si vous... La plage, elle risque d'être bien recouverte. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas du tout quel est votre ressenti par rapport à ça. J'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de sujets qui viennent là devant, alors que c'est un sujet qui concerne
tout le monde sur cette planète et qui devrait au moins nous mettre tous d'accord. Bon, non. Mais ça, c'est ce qui rend ce roman crédible. Bah ouais, non, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur quelque chose. On est les animaux, franchement, les plus idiots de cette planète. Parce qu'il n'y a pas, je crois pas que, il n'y a pas une stratégie globale. Non, on ne peut que faire, parce que tout le monde n'est pas, enfin, on n'est pas tous, on est tous sur la même planète, mais on n'est pas tous localisés de la même façon. Moi, par exemple, je vis en altitude, donc l'impact n'est pas le même. Et c'est vrai que les stratégies mises en place devraient plus être régionales, voire même communales. Après, c'est ce que j'en déduis, parce qu'on m'a demandé de faire une étude que j'ai faite. Mais si on peut choisir entre le repli, l'adaptation ou la lutte, vous avez le choix. Mais quel est votre choix? Sachant que, je vais dire, le repli, c'est un peu la collapsologie. L'adaptation, c'est plutôt c'est plutôt du fatalisme. Et après, la lutte, c'est vouloir mettre absolument en place quelque chose qui va fonctionner. Mais pour un politique, débloquer des fonds qui sont nécessaires à, on va dire, à adapter certaines choses, ben il n'y en a pas là tout de suite, et ils se disent que si c'est dans 60 ans, bah, ils seront plus là, et que les gens, c'est aujourd'hui qui vont aux urnes, donc c'est aujourd'hui qu'il faut qu'ils soient contents, et du coup, ça rend ce problème qui est grave, parce que quelque part on va tous mourir, donc cela dit, on est mortel, on va tous mourir, oui, c'est sûr, mais on se retrouve quand même dans une situation où là on devrait être conscient au moins de nos actes pour nos enfants, pour ceux qui, même si c'est pas les nôtres, enfin pour ceux qui viennent derrière nous. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Alors parce que je souhaite un très bon anniversaire à ma fille aînée, qui a 29 ans aujourd'hui, et ce que je fais à mon niveau ici, c'est quelque chose que j'ai fait parce que je me suis rendu compte qu'effectivement tout s'accélérait, et qu'elles sont jeunes et qu'elles peuvent aussi avoir un enfant. Bon, après c'est pas la peine d'en faire trop parce qu'on est beaucoup trop nombreux. Il y a aussi le problème des ressources qui se pose, hein. Il n'y a pas non plus que le problème climatique, il y a le problème des ressources. On n'aura plus assez de place bientôt parce que l'élevage intensif, parce que il y a beaucoup de choses à revoir, hein, pour ne pas dire tout. Et moi, j'en ai conclu. Après, je vais parler de ma conclusion sur ma lecture, et puis j'ouvrirai après. L'auteur, à travers son roman, c'est vrai qu'il m'a vraiment embarqué, et je pense qu'il embarque ses lecteurs dans cette réflexion sur la situation climatique au départ, parce que 2,5 degrés, ça fait vraiment beaucoup, et on n'est pas... c'est vrai que comme c'est vraiment de l'action, c'est vraiment du... On va vivre avec ces personnages. Et franchement, ces personnages, ils sont très très loin d'une pensée philosophique dans l'ambiance chaleureuse d'une bibliothèque à faire une thèse sur les probabilités de disparition de la Terre. Non, là, on est vraiment dans le mouvement tout le temps. Mais vraiment tout le temps.
c'est incroyable, ça va très vite. Et d'ailleurs, ce livre qui fait 318 pages, bon, ok, c'est pas beaucoup, mais j'ai eu l'impression de l'avoir lu à une vitesse phénoménale. C'était, c'est vraiment ça, parce qu'on est dans l'action, hein. Sur le coup, mes convictions, et je les ai laissées de côté. J'ai vécu avec les personnes, hein, je voulais aussi savoir où Luc Mons voulait en venir, quels étaient ses objectifs, comment il comptait atteindre, enfin trouver ce nouvel Éden, pourquoi seulement 1 million. Enfin voilà, hein, y a beaucoup de questions qui n'ont rien à voir avec la question climatique, et là qui font vraiment purement partie d'une lecture avec du suspense, avec un peu d'espionnage, et puis avec des promesses qui ne... Vous allez voir, la deuxième phase n'est pas forcément celle qu'on attend. Et je vous laisse bien vous titiller, bien vous poser des questions pour ce qui puisse être cette deuxième phase, parce qu'il y en a une, et qu'elle n'est pas du tout idiote non plus, mais vous allez voir que n'est pas obéi des bisounours. On va voir, là on découvre vraiment l'homme dans toute sa splendeur et de toutes ses facettes. C'est-à-dire autant le côté bon que le côté assez machiavélique et manipulateur. Et puis ceux qui ont de l'argent pensent toujours que l'argent va les aider à sauver leur peau. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça, que l'argent est la solution à tout? Il y a une petite réponse qui m'a bien plu d'ailleurs. Moi, par contre, c'est vrai que j'ai eu vraiment l'impression d'être un jouet en tant que lectrice dans tout ce que j'imaginais de la page d'après, qui n'était pas jamais ce que j'imaginais. Il y a tellement de retournements de situation, c'est incroyable. C'est vrai que c'est... Au niveau de l'écriture, je félicite l'auteur. Il y a énormément de... Rien n'est jamais acquis. Vous avez un déroulement. Vous avez l'impression que vous êtes dans votre petit train-train, donc vous essayez de découvrir la suite, mais en fait non, c'est vraiment pas une ligne droite. Hop, vous allez être bousculé par là, vous allez être bousculé par là, vous allez être bousculé par là. C'est pour ça que je parle de jouets. C'est vrai que j'ai été vraiment trimballée et sans aucune idée de ce qui allait arriver à la fin, et que c'est ce qui m'a vraiment tenu en haleine, et que ça finit par en devenir addictif, parce qu'on a toujours la curiosité de ce qui va se passer quand on lit. Il y a ce suspense qui est vraiment merveilleusement bien maintenu jusqu'au bout. Il y a rien qui laisse présager quoi que ce soit, mais par contre, bon, j'ai présenté cette famille parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, est-ce que l'amour serait l'espoir des hommes, enfin de l'humain? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Léo, enfin pour moi, c'est vrai que dans ce roman, le personnage de l'espoir, hein, qui met vraiment tout son cœur à faire tout ça,
C'est un personnage c'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un qui va au bout pour ce qu'il aime et qui peut faire, qui pourrait déplacer des montagnes. Je me demande même s'il peut avoir des limites dans ce qu'il peut faire par amour pour sauver sa petite famille. Et c'est vraiment un agréable moment de lecture. Voilà, je connaissais La Plume avec un autre roman qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est une intrigue qui est vraiment super bien menée. Et donc, je remercie déjà Pierre-Étienne Bram pour cette magnifique découverte. Et pour sa dédicace. Et donc, vraiment, je vous le recommande. Voilà. Sachez que ne vous attardez pas à tout ce que je dis, parce que dans ce que je dis, c'est un sujet, c'est le sujet d'ailleurs. Enfin non, il y en a deux. Mais ça fait partie des deux sujets qui sont pour moi aujourd'hui prioritaires dans ce monde. Donc là maintenant, je vais dévoiler quelque chose. Alors, ce n'est pas négatif. C'est pas du tout un point, parce que ça m'a pas, dans le roman, ça m'a pas gêné. Hein. Dans le réel, ça me dérangerait, mais dans le roman, voilà, ça fait partie de ce que Luc Mons fait immédiatement. Donc, sur le marque-page, il y a des éoliennes. Parce que dans le projet de Luc Mons, il y a une fermeture immédiate des centrales nucléaires. Et par contre, curieusement, ils ont un tas d'objets qu'il faut recharger. Et quand je parlais d'études, et puis d'un côté, oui, et puis de l'autre côté, il y a des missions pour reboiser. Et ça, c'est pas très logique. Alors, si l'auteur m'a regardé jusque-là, l'éolien, c'est uniquement le pouvoir, encore une fois, de l'argent. Ici, il y a eu, puisque il y a eu un projet pour mettre des éoliennes. Alors, ils ont tendance à en foutre un petit peu partout, qui ne servent à rien, c'est ça le problème. Mais là, ils allaient détruire une forêt avec des espèces protégées. Il reste une partie de la forêt primaire. Ils vont tout raser pour mettre des éoliennes. Je vois pas trop bien où est l'amélioration. Donc moi j'ai participé à l'étude de l'impact environnemental, uniquement sur ma spécialité, c'est-à-dire sur les animaux sauvages. Mais rien qu'au niveau de l'animal sauvage, c'est dangereux pour l'homme de leur enlever leur habitat, parce que ce ne sont pas des animaux que nous sommes censés croiser. Donc à partir du moment où ils vont se retrouver sans nulle part où aller, ils vont forcément se rapprocher de l'homme, et ils sont porteurs de tas de choses que vous n'imaginez même pas. Donc déjà, c'est pas un bon calcul. Ensuite, c'est incroyable tout ce qu'il faut comme béton pour faire tenir une éolienne, hein, parce qu'il faut quand même pas qu'elle se casse la gueule, quoi que ça arrive. Il y en a même qui prennent feu. Mais sans partir là-dedans, la dalle qu'il faut, elle est fonction de la hauteur de l'éolienne. Alors j'ai mon conjoint qui est dans la construction. Donc là, c'est lui qui s'occupait de ça, mais j'ai quand même retenu que ça fait beaucoup de béton dans le sol, et que ce béton, quand on démantèle, on ne l'enlève pas. Parce que la nouvelle éolienne qui remplace, ce béton qui a été mis, il ne conviendra pas à la nouvelle, parce que le calcul n'est pas bon. Donc on laisse le béton et on remet autre chose à côté. Bon, là ça commence à devenir une aberration, sachant que dans ce roman, on parle vraiment d'un impact carbone. Une centrale nucléaire à ce niveau-là, il n'y a pas plus propre. Donc, si on veut, si on parle uniquement de l'impact carbone, il vaut mieux garder la centrale nucléaire que l'éolien.
parce que l'éolien ne fonctionne pas s'il n'y a pas de vent, ne fonctionne plus s'il y a trop de vent, et donc c'est très variable, c'est pas du tout prévisible. Et le problème, c'est que on ne peut pas couvrir avec du nucléaire, parce que le nucléaire, c'est quelque chose de très pointu. Donc une fois que c'est réglé pour faire ça, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est en Allemagne qu'ils ont qui reviennent là-dessus, parce qu'ils ont misé énormément sur l'éolien. Le problème, c'est que l'éolien n'a pas couvert du tout le besoin en électrique. Puis c'est pas logique, parce que si vous changez de bagnole aujourd'hui, on va vous faire acheter une bagnole électrique. Alors, sachant l'éolien, ça produit quasiment rien. Vous allez la recharger avec quoi, votre voiture? C'est vrai qu'il y a tout un illogisme là-dedans. Et en faisant cette enquête, en plus, je me suis rendu compte que la construction de cette éolienne en elle-même, enfin, elle part, cette éolienne, avec un indice carbone déjà négatif. Donc je suis même pas sûre que ce soit rentable 20 ans plus tard, ne serait-ce que parce que c'est pas fabriqué chez nous. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine. Et puis de toute façon, on se retrouve avec le même problème que le nucléaire, parce que le problème du nucléaire, c'est pas... c'est vrai que c'est tant que ça tourne et que c'est bien entretenu, c'est propre, on ne sait pas recycler les déchets. Là, il y a un problème par contre. Mais c'est pas du tout résolu avec l'éolien, parce qu'on ne sait pas recycler les pales. Et qu'après, les pales, on va les enterrer en Afrique. Donc, c'est pas parce que c'est pas chez nous, ça reste la même planète, ça nous impactera de la même manière. Et que dans leur système, et dans tout ce qu'on a d'ailleurs de technologique, il y a ces fameuses terres rares qui ne sont ni des terres ni rares, mais qu'on appelle comme ça, et l'extraction de... Il y a eu un début en France, tout le monde a hurlé au scandale, parce qu'effectivement, ça détruit complètement l'environnement, hein, là où c'est fait, parce qu'en plus ça demande des tas de produits, des tas de... Enfin, c'est abominable, il faut le faire aussi. Donc on le fait faire dans des pays pauvres, à l'autre bout du monde, et on a l'impression de ne plus polluer. Mais non, ça reste la même planète. Et voilà, hein. Il faut être honnête, l'énergie propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà. C'est celle, c'est vraiment... et ce qui me surprend énormément, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Et curieusement, quand, en France en tout cas, il y a beaucoup de démarchage. Alors à un moment, c'était les panneaux solaires, après les pompes à chaleur. Mais tout ça, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas... Ça résout que dalle. Et alors que moi... Enfin, déjà, j'ai préféré passer à la restauration. C'est pas fini, hein. Ça fait 10 ans que je suis là, c'est pas fini. Mais j'ai préféré passer à la restauration d'existants. Donc déjà pour éviter de construire alors que il y a déjà de l'existant. Donc je suis repartie sur une vieille ferme, pas habitable hein, d'ailleurs au départ, mais où il n'y a pas d'utilisation de ciment ici. La maison est en pierre, elle a plus de 200 ans, et quand la façade, il y a eu besoin de refaire une façade, ça a été fait avec de la chaux aérienne. Donc c'est-à-dire que des matériaux qui respirent, et vous n'avez pas besoin, hein, les isolants, la laine de verre, je trouve ça dégueulasse, mais en fait il n'y a pas besoin d'isolant, hein. Et je n'ai... quand ils viennent relever le compteur, sachant que je n'ai pas de Linky, parce qu'ils consomment, le Linky, c'est con. Ah oui, ils consomment parce que c'est un truc électronique. Les estimations, cette année, je ne paye que 50 € par mois d'électricité, et ils m'ont remboursé 200 balles. Parce que j'essaye d'être logique dans ma consommation. Alors, je vais être honnête.
je n'ai pas la télévision, j'utilise assez peu l'informatique, le smartphone, je m'en sers pas, donc enfin là, comme j'ai changé de téléphone, j'ai pris un truc basique, mais c'est vrai que je le recharge pas souvent parce que je m'en sers pas. Pour moi, c'est pas du tout le truc indispensable à ma vie, et donc et si d'ailleurs je ne travaillais pas pour des auteurs qui veulent, c'est vrai qu'on nous demande des partages sur les réseaux sociaux. C'est un peu pour ça que j'en ai un, parce que sinon moi j'en aurais pas. Hein. C'est pas, pour moi ça m'intéresse pas du tout. C'est abétissant ces trucs-là en plus. Quoi d'autre? J'ai pas de chauffage électrique bien sûr, parce que déjà ça chauffe que dalle et en plus ça assèche l'atmosphère, c'est horrible et c'est abominablement cher. Je n'ai pas un ballon d'eau chaude électrique, même l'été je ne rebascule pas sur l'électrique. Et c'est là que je suis très surprise parce que ça fait un petit peu plus de 10 ans que je suis ici. J'ai pris beaucoup de renseignements. Alors c'est vrai que par contre il faut vraiment aller à la pêche aux renseignements parce que apparemment on veut pas vous. Enfin, les sociétés veulent vendre des trucs et vous promettre des choses qui sont fausses. Alors, comme j'ai tendance à tout vérifier, j'ai été chiante et j'ai été punie. J'ai vécu un an sous mes combles. C'est pas top. Mais j'en parlerai, je pense, exprès. Mais c'est vrai que j'ai une chaudière qui chauffe à plus de 300 degrés, qui peut fonctionner avec des granulés. Moi, je fonctionne avec du bois bûche, puisque le bois, quand je fais mon élagage, ben voilà. Parce que cette chaudière, elle peut brûler du résineux. Et le résineux, dire comme truc naturel et renouvelable, ben, je sais pas. Parce que le résineux, il repousse mais à une vitesse phénoménale. Apparemment, on s'en sert plus pour faire des planches, des choses comme ça. Parce que les chaudières qu'il y a en France à bois ne peuvent pas prendre du résineux, ça encrasse. Il faut effectivement... Alors c'est très rigolo parce que quand la chaudière, elle tourne en plein hiver, j'habite en montagne, donc il peut y avoir de la neige, il peut faire moins 10. Bon bah, je vais faire un chargement complet. J'utilise 10 terres par an et ça chauffe. Et chez moi, il fait 21. Donc ça chauffe et j'ai de l'eau chaude. Et là où c'est terrible parce que ce genre de matériel devrait être plus, il devrait y avoir plus des aides pour ce genre de matériel, c'est que la cheminée elle est propre. Le ramonage parce que l'assurance vous le demande, mais franchement c'est pour rien parce qu'il n'y a rien. Et quand on vient faire l'entretien de cette chaudière, vous l'ouvrez, c'est propre, on se demande si on s'en sert. Mais en fait, c'est la montée en température qui fait qu'elle brûle absolument tout et que je récupère de la cendre, je sais pas, 2 fois par an. C'est vrai que c'est... Alors c'est autrichien, je crois. Donc c'est pas l'autre bout du monde non plus. Et c'est quelqu'un ici que j'ai croisé, il n'y a pas de hasard, et et c'est quelque chose qui est amélioré tous les ans. Parce que par contre, j'ai un système de démarrage, parce qu'il y a une sonde extérieure, une sonde intérieure. Donc vous voyez, hein, je vis pas comme une... c'est en plus... Enfin, c'est plus... L'impact est quasiment nul. Après, c'est vrai qu'il y a un coût à l'installation, mais il y a un coût pour tout à l'installation. Moi, il n'y avait rien du tout de chauffage ici, donc c'est pas compliqué. Mais c'est vrai que c'est... Par rapport à de l'électrique, étant donné que même si vous achetez du bois aujourd'hui, je veux dire, Dister, c'est une maison en pierre, j'ai pas... Attention, hein, moi, j'ai pas été faire des murs Bon, déjà, les murs qui sont des murs en pierre sont très épais. C'est déjà... c'est vrai que ça freine un peu les températures. Les anciens étaient quand même beaucoup plus malins que nous.
Mais pour 10 terres par an, je sais pas, c'est... Parce qu'ici, il y a quand même... il y a 100 mètres carrés, plus si je travaille à mon atelier, ben là-haut. Je chauffe pas là aussi, si j'y travaille pas. Je mets aussi sur la température minimum si je ne suis pas chez moi, c'est-à-dire 17. Mais c'est quelque chose. On me dit toujours, bon, c'est confortable chez toi. Ouais, bah oui, c'est confortable, mais franchement, c'est la seule truc, la seule difficulté que ça demande, c'est de charger et encore parce que une fois par jour, c'est en hiver. Après, l'été, quand je me sers de la chaudière, c'est juste pour l'eau chaude. Je mets 3 morceaux de bois par semaine. Hein, c'est vraiment... Et ça, c'est quelque chose... J'ai vraiment été obligée d'aller chercher, quoi. Mais je comprends pas pourquoi ça doit pas rapporter de l'argent aux bonnes personnes, je pense, je sais pas. Mais c'est vrai que Parce qu'un feu de cheminée, par contre, c'est polluant. Un feu de cheminée, c'est polluant. Hein. C'est vrai que au niveau microparticules, on n'a pas l'impression de brûler du bois. Mais c'est vrai qu'au niveau microparticules, si tout le monde, parce que comme on est de plus en plus nombreux, c'est vrai qu'on tout a toujours été chauffé au bois. Après, c'est par rapport au nombre. Un feu de cheminée, il chauffe pas à plus de 300 degrés. Hein. Et du coup, il brûle pas tout. Et il y a effectivement beaucoup de microparticules. Donc, faut pas croire, c'est vrai qu'un feu de cheminée, c'est polluant aussi. Mais je suis sûre qu'un système de filtre, ça peut exister, hein. Et c'est curieux parce que c'est pas ce qu'on vient vous proposer. On vient encore vous proposer un truc qui coûte cher et qui n'est pas une solution. Pas une solution du tout. Bon, moi j'ai la fameuse forêt qu'ils voulaient abattre, donc elle est super bien gérée parce qu'il y a autant de résineux que de feuillus. C'est vrai qu'il n'y en a que des résineux, le sol il est acide et il n'y a plus rien qui pousse. Le fait que ce soit mélangé, bon bah les feuilles, avec le vent elles volent, donc elles réamendent le sol. Comme il y a quand même à bouffer, il y a des animaux qui viennent, des animaux sauvages, donc qui viennent, qui laissent leur déjection. Les déjections sont des engrais. C'est vrai que le sol, cette forêt est très très belle. Donc ça m'aurait vraiment fait mal au derrière qu'ils abattent ça pour mettre des trucs qui servent à rien. Parce que moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais il faut que ça soit utile. Donc faites attention, c'est vrai que quand on vous propose des trucs, c'est pas parce qu'on vous le dit que c'est vrai. Et je conseille toujours de s'informer. Et pas de regarder à la télé, mais d'aller rechercher, de poser des questions à ceux qui ont eu l'expérience, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, et vous serez surpris de tout ce que ça peut créer de néfaste aussi, l'éolien. Étant éthologue au niveau animal, je peux en parler, sans compter ceux qui se prennent les pales. Quand je vois qu'à certains endroits, la LPO, oui, là par contre je le dis, la LPO reçoit de l'argent pour aller ramasser les cadavres des oiseaux, alors que c'est de la Ligue de protection, je trouve que c'est vachement gonflé. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde assez étrange. Je comprends pas bien. Bon, ça c'était là-dessus parce que j'ai trouvé ça marrant. Enfin, oui, j'ai trouvé ça curieux parce qu'on a l'impression que c'est propre. Et en fait, non. Parce que la seule chose qui peut pallier quand il n'y a pas de vent, c'est de remettre des centrales à charbon. Moi, centrale à charbon, on ne peut pas dire que ce soit nickel. Pour l'air, en tout cas. Alors que le nucléaire, c'est vrai que quand on pense nucléaire, on pense tout de suite aux catastrophes, un peu comme l'avion. Et pourtant, l'avion reste un moyen de transport très sûr. Mais quand il y a un crash, c'est vrai que c'est tout de suite énorme. Le nucléaire, c'est ça aussi. On reste avec l'image de Tchernobyl. Je pense que quand on utilise ce genre de choses, on met les moyens dessus pour que ce soit correctement entretenu par du personnel qualifié et que
depuis qu'elles sont en place, quand même, zut, à pas me dire que ils n'ont pas été capables de trouver un moyen de recycler les déchets au lieu d'aller inventer des autres trucs pour gagner de l'argent. Et ça, c'est vrai que si l'amour peut sauver le monde, l'argent va le détruire, ça, c'est clair. Hein. Waouh, c'est quelque chose qui me laisse très très perplexe. Donc bon, il y a ça. Pour l'eau, c'est très très bête, hein, mais je fonctionne en toilette sèche. Et je fonctionne en toilette sèche depuis très longtemps. Donc, je peux dire qu'il n'y a aucun problème. Il faut le mettre en route la première année et être attentif si vous avez un traitement antibiotique, puisque l'antibiotique, il continue à agir. Hein, et il tue tout, même ce qu'il y a de bon. Mais même pour vous, hein, quand vous prenez un antibiotique, il vaut mieux remettre des bactéries après à l'intérieur, parce que sinon, votre immunité, elle a pris un sacré coup dans sa poire. Et quand on a un compost, on gère soi-même ses déchets, et ça rend aussi très, comment dire, ça rend conscient, très conscient. Et il n'y a pas du tout d'odeur, ça sent l'humus. C'est, bon, tant que j'avais pas plusieurs années, je n'ai jamais rien dit. J'ai attendu de voir. Mais c'est vrai que, ben oui, c'est sûr. Vous passez à côté du composteur, ben pour vous, ce sera juste un composteur. Vous allez vous demander pourquoi il y en a 3 par contre. Et tiens, t'as 3 composteurs. Alors oui, parce que on ne fait pas n'importe quoi, on n'est plus au Moyen-Âge. On peut, et c'est du coup très très propre ça par contre, on peut gérer nous-mêmes nos déchets. Pas en ville, ou en tout cas moi j'ai pas de solution. Mais quand à partir du moment où on a une maison avec un petit bout de terrain, on peut le faire, mais il faut composter en 3 ans. Donc c'est vrai que tous les ans vous changez de composteur. Ça prend, allez, la première année, on est mal organisé, ça prend un temps de ouf. Mais après, en 2 heures, c'est fait une fois par an, parce que vous faites en fait votre 3e composteur. Ben, vous le réutilisez pour faire vos semis de votre bouffe de l'année. Et donc après, on change, parce que l'année 1, en fait, ce que vous avez comme bactéries, les années 1, 2, 3 sont différentes. Il y a une montée en température. C'est quelque chose qui est étudié, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est vrai que moi, il y en a, ils disent j'ai des toilettes sèches, je suis super écolo, mais qui, quand ils vident leurs toilettes sèches, font un trou au fond du jardin. Non, ça, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce qu'il y a vraiment le compost, c'est hyper important. On dit un compost biomaîtrisé. Et en 3 ans, pourquoi ? Parce qu'il y a certaines bactéries résistantes. Alors, si c'est des fleurs, oui, on peut faire que 2 ans. Mais moi, j'utilise pour mon potager, il faut 3 ans. Il faut les 3 ans. Et vous allez voir, un composteur, il pourrait presque vous servir de chauffage central. Quand j'avais mon chien, la niche était collée, il avait chaud en hiver. Il y a une montée de température, il y a un degré d'humidification, ils doivent être fermés, parce que, les gosses, ils vont, si vous avez des enfants, les enfants, ils vont aller voir forcément. Donc, voilà, il y a quelque chose, il faut respecter la bonne manière de le faire. Voilà. Alors, moi, je peux pas prendre d'antibiotiques, mais il y a eu quelqu'un qui prenait des antibiotiques ici. J'ai été obligée de rééquilibrer pendant toute la semaine. J'étais obligée de rééquilibrer effectivement mon composteur 1, dont je m'occupe jamais, hein, en général. Et là, effectivement, il a fallu que je le rééquilibre. Donc, on voit à quel point ce genre de traitement est utile. Hein. Quand on en a vraiment besoin, c'est très bien de l'avoir, mais je sais pas du tout. Je suis pas sûre que le retraitement des eaux soit plus propre entre guillemets que si vous gérez correctement vos déchets. Bon, faire des courses sans avoir d'emballage, c'est très simple. J'ai jamais d'emballage. Si, peut-être du papier de temps en temps.
Mais bon, ben, comme c'est du papier ou du carton, ben, ça va dans la chaudière. Non, c'est vrai qu'elle est quand ils sont venus pour le rapport énergétique, une fois que j'ai eu fini les travaux, il en revenait pas. Donc c'est possible, voilà. Et c'est possible sans parce que quelqu'un m'a dit ouais, on va pas retourner au Moyen Âge. Ben non, justement, on va pas retourner au Moyen Âge. Et si on ne fait pas un compostage, c'est des choses à savoir. Si on ne fait pas un compostage qui est correctement maîtrisé, oui, c'est sûr, on va foutre plus de bordel qu'autre chose. Alors que aujourd'hui, on a justement la science et la connaissance de ça, et que j'ai pas de rats, j'ai rien du tout. J'ai beaucoup de vers, par contre, de terre. Donc j'ai pas besoin de labourer. Non, il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a des tas de solutions, et c'est pas ce qui est proposé c'est proposé par personne. Et c'est pour ça que je dis qu'en individuel, il n'y a pas de petits gestes, parce que ça va venir, ça va venir de recherche. C'est vrai qu'avec mon conjoint, on a fait un gros travail de renseignement. Là où ça avait été installé, on est allé voir. On a demandé aux personnes si on pouvait venir voir les installations donc, de cette chaudière, par exemple. Donc on est allé voir le fonctionnement. J'avais vu autre chose, hein, je suis allée voir des tas de trucs. Et voilà. Donc j'ai pas besoin de panneaux solaires. Parce que le panneau solaire, c'est la même chose. Hein, on ne sait pas le recycler, et puis en plus, il y a 10 ans, ils étaient posés trop près au niveau de la toiture, et ça faisait une surchauffe, et du coup, c'était pas très performant. Bon, après, il va sûrement y avoir, je pense qu'à chaque fois qu'on change quelque chose, il faut se renseigner, parce qu'il y a des trucs qui avancent. J'ai vu qu'il y avait des tuiles, il allait y avoir des tuiles qui allaient pouvoir, et même des fenêtres. C'est pareil, si vous choisissez une maison qui est orientée plein nord, bah oui, il va falloir chauffer plus que si elle est orientée sud. Enfin, et il y a je trouve qu'il y a des tas d'illogismes. Et ouais. Et là, il y a un jeune dans la Loire, juste à côté, qui, avec l'augmentation du prix de l'essence, et il fait plusieurs services, donc plusieurs trajets, et il n'est pas très fortuné. Bon, bah, il a un cheval, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelques services, bah, il y va à cheval. Ah oui, c'est sûr, en hiver, il est allé avec des gants, tout ça, mais c'est vrai que moi, je fais beaucoup de déplacements à pied, et bah, comme je travaille avec des chevaux, bah, puisqu'ils sont là, et que dans la législation, sachez que le cheval, sur la route, vous n'avez rien à dire, c'est toujours un véhicule. Hein. S'il est attelé, monté, c'est un véhicule. Moi, j'ai demandé à faire remettre des panneaux, parce qu'apparemment, je sais pas, il y en a, ils ont leur permis de conduire dans une pochette surprise, mais ce sont des véhicules. Donc c'est vrai que, je pense dans les villes, non, parce qu'on peut pas avoir ce genre d'animal dans une ville. Dans une ville, c'est pour ça que je dis que ça va être plus des gestions communales, régionales. Parce qu'on peut pas faire en plein Paris ce que je fais moi ici, mais il y a sûrement des trucs à faire, il suffit d'y mettre un peu de la bonne volonté avant d'être j'allais dire au pied du mur, mais c'est plutôt au pied de la glace ou au pied de la... Parce qu'on a quand même des périodes de sécheresse, des périodes de canicule, et à l'inverse... Je suis dans une région assez protégée, hein, alors je vais pas non plus commencer à... Mais je sais que ma région d'origine est touchée à cause de l'élevage industriel de cochons. Et c'est de toute façon, l'élevage industriel comme ça est un problème. C'est un gros problème parce que je vais pas. C'est scientifique, et donc ça demanderait un long développement. C'est pareil, hein, sachez que quand vous faites des recherches, vous aurez toujours quelqu'un qui a des opinions, et il faut savoir faire la différence entre une opinion et la connaissance. Un scientifique, quelqu'un qui fait une étude, ou un ingénieur, il doit vous donner
quelque chose qui est argumenté, c'est pas gratuit. Après, on a le droit d'avoir des opinions, elles sont gratuites, mais c'est pas du tout un truc, c'est pas une valeur absolue, et on vit tous en fonction de nos choix et de nos opinions. Mais par contre, ça n'a rien de... Quand on cherche à améliorer quelque chose, c'est pas avec une opinion qu'on va le faire. Voilà. Il faut savoir aussi se remettre en question. J'ai dit un jour que je faisais ça chaque matin, et que le jour où je saurais plus me remettre en question, c'est que je serai une vieille conne, et que je crois que ma vie s'arrêtera là. Bon, c'était un peu... c'est vrai que ça me fait bizarre que ma fille ait 29 ans. Les années passent, les années avancent, et je trouve aussi que le temps s'accélère. Et c'est vrai que tout ce que je fais aujourd'hui, j'essaye d'être consciente du fait que je vais laisser quelque chose à mes enfants déjà, mais à ceux des autres aussi. Et que c'est aussi très égoïste de vouloir 5, 6 enfants, parce qu'on est trop nombreux. Et les politiques natalistes, comme j'en vois parfois, on cherche des enfants pour remplir d'autres écoles. Non, mais non. Ça sert à rien, de toute façon, ils grandiront, puis l'école, elle sera vide, et puis voilà, enfin... Non, ça, c'est pas non plus... parce que si on est trop nombreux, même avec une atmosphère toute très, très bien, il n'y aura jamais assez de ressources pour tous nous nourrir. La vie est un équilibre, et les animaux, dont nous faisons partie, mammifères, les animaux mais sauvages, ils se reproduisent pas forcément. Hein. C'est vrai que dans les périodes de sécheresse où il y avait peu de reproduction, et donc une baisse naturelle de population des grands herbivores, autour de chez moi, c'est surtout chevreuil. Il y avait une baisse de population, alors que quand l'année dernière, ça a été humide, ça a été très vert, et là, par contre, waouh, il y en avait partout. Bon, après, il reste quelques anciens qui vont à la chasse pour faire du gibier, mais bon, ces années-là ne réguleront jamais. Mais en fait, le sauvage a tendance à se réguler de façon assez logique, alors que nous, humains, si je sais très bien que de nombreuses personnes ont recours, alors qu'ils ne peuvent pas, il y a stérilité ou des choses comme ça, ils sont prêts à payer des fortunes juste pour avoir un gosse. Je pense que aller à l'encontre de la nature comme ça, ça a ses limites. Moi, j'avais dit que je le ferais pas. Moi, j'ai pas eu de problème. Alors, vous allez me dire, bah oui, j'ai eu de la chance. Mais c'est pareil, les enfants, j'en ai 2. Hein. Je me suis arrêtée là. 2, ça fait le renouvellement. Voilà. Et c'est très bien parce que comme ça, on peut s'en occuper. C'est pas la peine de... Je crois que l'humain a beaucoup à apprendre du sauvage, même dans ses loisirs. Parce que moi qui suis beaucoup sur le terrain, beaucoup dans les bois, beaucoup sur les chemins, je vois pas beaucoup de personnes marcher. Donc on parle après de problèmes de santé, de problèmes d'obésité, je sais plus comment ils ont appelé ça là. Bah oui, mais bon, c'est sûr que y a des nouvelles activités qui sont devenues des passions, et je le mets entre guillemets parce que c'est vraiment ridicule, c'est polluant, et en plus, ça détruit tout, puis on appelle ça un sport, mais ça n'en est pas un. Quand on a le cul sur un quad, le prenez pas mal. Hein. Ça peut être très utile un quad, hein, si vous allez faire du bois, ça tracte et c'est génial. Mais par contre, c'est pas un truc pour aller faire de la randonnée. Hein. La randonnée, faites à pied, à cheval, à vélo, je sais pas, mais pas avec justement pas
pas en véhicule moteur, parce que c'est le principe, c'est d'être en accord avec et d'être bien avec la nature, pas de faire un boucan phénoménal pour faire barrer tous les animaux. Voilà. Bon, ça c'est une vision de l'éthologue que je suis. On est largement sorti du sujet, on est largement sorti du temps aussi. Donc, je vous rappelle que j'ai chroniqué ce super livre bouquin qui s'appelle 2 degrés et demi et qui est de Pierre-Étienne Bram, que je remercie et que j'espère retrouver très très bientôt, parce qu'il a écrit d'autres romans qui m'interpellent et sur lesquels je vais certainement m'arrêter. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la beauté des livres. Je vais vous expliquer, enfin je vais vous montrer. J'en parlerai, j'en ferai une chronique. J'ai à peine commencé à lire. C'est une toute petite maison d'édition, Crainte Chimère. Mais le livre, alors ça se voit pas tellement là, mais c'est une merveille. Et à l'intérieur, c'est vraiment... bon, la chronique, c'est quelque chose que j'ai pris en dédicacé. Et ça, pour moi, c'est superbe. Alors, c'est pas la prochaine chronique, hein, parce que je viens juste de le commencer. C'était un truc que j'ai pris, c'est un plaisir personnel. Si un jour il y a un problème, les livres qui sont faits avec des forêts bien gérées, tout ça, je peux les mettre dans la chaudière. Ce serait bien dommage, hein, c'est parce qu'on en serait arrivé à un point de non-retour, mais je peux. Voilà. Non, la semaine prochaine, lundi quoi, on va parler des irradiés. Des irradiés des Gavards, d'Élodie Vallée, qui n'a rien à voir, qui est très mignon et qui m'a fait penser à un conte. Donc voilà. J'ai aussi dans mes... Alors ça c'est un service presse. Celui-là, c'est un cadeau que je me suis fait. Il va être chroniqué sur le blog par David, parce que David l'a en service presse numérique, mais moi, je n'aime pas le numérique. Et je me le suis... Il était en pré-vente, je crois que la sortie officielle, c'est aujourd'hui. Donc, track. Terre occupée. De Marathon Édition. C'est une toute petite maison d'édition aussi, avec un petit catalogue. Vous allez voir, en fait... J'ai changé aussi sur le blog, j'ai rajouté des tas de trucs. Et quand vous avez le lien d'achat, quand c'est des auteurs indépendants, ils n'ont pas bien le choix, les pauvres, que de passer par Amazon, parce que c'est le seul qui leur offre une possibilité de s'éditer. Donc effectivement, c'est des liens Amazon. Sinon, mais du coup, j'ai réussi à le paramétrer. Du coup, ce sera vers la maison vers le site de la maison d'édition. C'est la même chose, hein, vous êtes livré chez vous, il n'y a pas de frais de port, c'est exactement la même chose. Ils ont aussi, si vous aimez la version numérique, ils ont aussi les versions numériques autant sur les formats Kobo Kindle. Donc, dans la mesure du possible, j'essaye de travailler en collaboration avec ces petites maisons d'édition, sachant que c'est toujours la même chose. Je trouve que voilà, il y a des choses qui existent, elles peuvent être très critiquables, mais parfois elles ont un côté positif. Après, il ne faut pas être tout le temps chez le même. Donc vous allez avoir la possibilité de vous adresser directement alors Amazon a un truc il reverse une commission. Donc la commission, elle est reversée à l'association pour les animaux. Sinon, quand je redirige vers les maisons d'édition, il n'y a pas de... Parce que c'est des petites maisons d'édition, ils ne peuvent pas se permettre de faire ce genre de truc.
Non, pas du tout. Hein. C'est vraiment mon but à moi, c'est de vous apporter le plaisir de la lecture et de retrouver vraiment des super sensations grâce à des romans bien écrits et voilà. Et quand c'est mal écrit, je vais être honnête. C'est pour ça que vous allez dire oh mais Angélique elle chronique que des super bouquins. Non, ça m'est arrivé de tomber sur des choses vraiment pas top. Dans ce cas-là, je l'annule et je le chronique pas. Voilà. Parce que c'est vrai que si c'est bourré de fautes d'orthographe, si c'est pour moi c'est pas trop à mettre en avant. Mais plutôt que de détruire quelque chose, je préfère le dire voilà, je le ferai pas pour telle raison. Ça permet à l'auteur de demander éventuellement une relecture, une correction. Voilà, c'est constructif. Que de massacrer un bouquin, je suis pas... Enfin, de massacrer quelque chose. D'ailleurs, il n'y a rien de constructif là-dedans. Et je trouve pas ça... Enfin, ce serait pas en accord avec ce que je fais. Je vais arrêter de bavasser parce que je suis vraiment une pipelette, c'est horrible. Après, je vais rouspéter parce que comme je n'ai pas la DSL dans mon coin paumé, mes vidéos mettent un certain temps à charger. Et ça dépend des heures, ça dépend du temps. Voilà, ça fonctionne avec un boîtier nomade. Donc, tout est nomade chez moi. Quand j'en ai marre, hop, je mets tout sur les chevaux et je m'en vais. Je vous souhaite à tous, parce qu'on est quoi là ouais, donc un bon week-end. Et puis, à lundi. À lundi pour parler des irradiés. Bye bye!